Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission Regards croisés. Chaque année, des milliers de jeunes formés quittent le pays. C'est ce que l'on appelle la fuite de cerveau. Derrière ce terme, une réalité. Perte de compétences, fragilisation du développement, échec des politiques de rétention. Pourquoi partent-ils? Et surtout, que faisons-nous pour qu'ils aient envie de rester ou de revenir? Vous l'aurez compris, ce soir, nous croiserons le regard autour de la thématique la fuite des cerveaux. Nous avons avec nous un invité dont le parcours incarne l'inverse, Cher Ahmed Juddou, formé en France, diplômé en économie et management stratégique. Il a travaillé dans de grands groupes européens avant de faire le choix de revenir en Mauritanie. Aujourd'hui, directeur exécutif d'AMC Consulting et directeur du développement chez AMC Travaux, il est engagé dans la structuration du secteur privé et l'accompagnement des investisseurs. Son expérience, entre ici et ailleurs, entre ambition personnelle et engagement national, nourrit une réflexion précieuse sur les raisons de partir, mais aussi de revenir. Bienvenue. Merci d'avoir répondu présent. Merci Diaofal, merci aux téléspectateurs et merci beaucoup pour votre invitation. Alors pour mieux comprendre ce phénomène, il est important de revenir aux causes. Qu'est-ce qui pousse au départ? Qu'est-ce qui freine le retour? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de notre système? Bon, alors, premièrement, je pense qu'il serait judicieux de définir ce que c'est que la fuite des cerveaux. Donc, la fuite des cerveaux désigne un phénomène de migration des personnes qualifiées qui quittent leur pays d'origine pour des motifs essentiellement économiques et ou professionnels. Alors, il y a plusieurs explications à cela, plusieurs causes. La première cause, évidemment, ce sont les niveaux de revenus ou de salaires très bas en Mauritanie qui peuvent pousser certains à chercher de meilleurs niveaux de rémunération ailleurs. Mais c'est surtout le manque d'opportunités économiques et professionnelles et parfois souvent même le manque de perspectives d'évolution aussi bien dans les entreprises nationales que dans le pays de façon générale. Il y a aussi la volonté de construire, de bâtir une carrière avec une garantie d'ascension professionnelle, notamment dans les grands groupes, dans les multinationales de par le monde. Il y a aussi la volonté tout simplement d'évoluer dans des milieux à la fois exigeants mais aussi formateurs afin de pouvoir monter en compétences. Donc ce sont un peu tous ces éléments-là, des motifs économiques surtout, mais aussi une volonté de mettre à profit ces compétences et de pouvoir les exploiter de la façon la plus productive et la plus efficace possible pour ces profils qualifiés. D'accord. Dans ce contexte mauritanien, on peut dire que la fuite de cerveau est tout simplement une perte ou elle est aussi une opportunité pour le pays? Alors, moi je préfère pas voir le verre à moitié vide. On peut aussi voir le verre à moitié rempli. Donc c'est incontestablement une perte dans la mesure où le pays se prive de compétences locales dont il a cruellement besoin. Cela contribue à l'appauvrissement de ce que j'appelle en tout cas l'appauvrissement des compétences locales, c'est-à-dire que cela se traduit par une situation dans laquelle les entreprises peinent à trouver des profils qui correspondent aux recherches, aux critères qu'ils recherchent. Et donc, pour les mieux lotis, elles seront condamnées à faire appel à des expatriés au prix fort. Et pour celles qui ne peuvent pas se le permettre, elles se contenteront de recruter tout simplement des profils qui sont défaillants sur le plan des compétences. Et c'est ce que l'on retrouve malheureusement assez souvent dans les entreprises mauritaniennes. Mais alors, c'est une perte, certes, mais c'est aussi une opportunité dans la mesure où, une fois que ces personnes se sont installées ailleurs, ce sont des ambassadeurs de la Mauritanie. La Mauritanie, c'est un pays qui est assez méconnu de par le monde. Je vais vous raconter une anecdote.
Moi, quand j'habitais à l'étranger, on me demandait souvent d'où je venais, et quand je disais la Mauritanie, la majorité écrasante du temps, les gens ne reconnaissaient pas le pays. Et donc, je me retrouvais dans des situations où j'expliquais que ça se situait entre le Maroc et le Sénégal. Et là, de suite, ça faisait tilt dans l'esprit de mes interlocuteurs. Et donc, je pense que ce sont des ambassadeurs qui vont permettre de faire connaître le pays déjà, ce qui est une très bonne chose. Mais ce sont aussi des ambassadeurs et des égéries des principes centenaires qu'on nous a inculqués et des valeurs de notre pays. Il participe aussi donc, au rayonnement culturel de la Mauritanie parce qu'il s'agit donc de profils qualifiés qui vont laisser un impact durable et positif sur les entreprises dans lesquelles ils vont travailler, ce qui va, in fine, contribuer au soft power de la Mauritanie et faciliter son ancrage sur la scène internationale. Dans ce cas-là, on pourrait aussi parler de mobilité intellectuelle. Que pensez-vous de cette nuance, fuite ou mobilité intellectuelle? Alors, effectivement, on peut parler de mobilité intellectuelle à certains égards. Moi, je dirais que la mobilité intellectuelle serait tout projet, d'accord, visant à s'installer de façon transitoire, de façon provisoire, avec une perspective de retour et pour un motif d'enrichissement professionnel à très court terme. Ce sont des phénomènes que l'on connaît très bien de par le monde, qui existent partout, avec une prépondérance donc, des flux sud-nord, donc des pays en voie de développement vers les pays essentiellement occidentalisés, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a aussi des flux des pays du Nord vers les pays du Sud, notamment des Occidentaux qui s'expatrient à Dubaï, dans les pays du Golfe et plus généralement dans les pays asiatiques. Donc c'est ce qu'on appelle des phénomènes de mobilité intellectuelle. Dès lors que ce départ devient systématique, presque automatique, avec des perspectives de retour qui deviennent, je dirais, illusoires, c'est là où ça devient inquiétant et qu'on doit tirer la sonnette d'alarme, parce que c'est un peu cet effet structurel et massif qui définit la fuite des cerveaux. D'accord. Alors, dans quelle mesure le système éducatif et professionnel local prépare-t-il, oui ou non, un ancrage durable dans le pays? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Le système éducatif et professionnel a tout son rôle à jouer, d'accord? C'est-à-dire que moi, je dis souvent qu'il faut mettre un point d'honneur à apprendre à nos jeunes, à nos étudiants, à nos élèves, mettre le taquet sur l'apprentissage de l'anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue numéro 1 de par le monde, c'est la langue business. Et je suis persuadé que les entreprises mauritaniennes seront amenées à utiliser l'anglais, notamment dans le contexte actuel où il existe plusieurs opérateurs dans notre pays en raison des nombreux projets énergétiques et l'anglais est la première langue qui permet une insertion professionnelle en Mauritanie. Ils peuvent jouer aussi un rôle avec la multiplication et le renforcement des centres de formation professionnelle et technique qui vont ouvrir les voies à des spécialités qui sont requises par les opérateurs qui opèrent dans notre pays, notamment dans les domaines de l'oil and gas, dans le domaine du BTP, dans le mining, etc. Donc ce sont des domaines qui sont assez exigeants en termes de certification. Et parfois, lorsque ces certifications manquent dans le pays, eh ben, nos jeunes Mauritaniens sont privés, en quelque sorte, d'accéder à ces marchés-là. Et c'est là aussi une opportunité. Mais le sujet le plus préoccupant pour moi, c'est le taux catastrophique d'obtention du baccalauréat en Mauritanie qui oscille, je ne sais pas moi, entre 8 et 12% en moyenne. Je n'ai pas les chiffres exacts. Et je pense que c'est assez dramatique parce que la plupart des jeunes qui ne réussissent pas à décrocher ce précieux sésame se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de rechercher des alternatives, notamment à l'étranger, pour pouvoir poursuivre leur cursus et in fine décrocher un job. Et donc on a là quand même une problématique majeure qu'il faut prendre à bras-le-corps. Enfin, je dirais qu'il faudrait aussi nouer des partenariats
entre les universités, les écoles et les entreprises afin de faciliter l'obtention des stages de pré-embauche notamment. Et ce sont ces stages de pré-embauche-là qui vont permettre l'insertion professionnelle de nos jeunes et qui vont, quelque part, les dissuader de rechercher des opportunités professionnelles à l'étranger. Parce que moi, je reste intimement persuadé que le chômage chronique qui frappe notre pays et qui frappe la sous-région de façon générale reste quand même l'une des principales causes de la fuite des cerveaux. Alors, existe-t-il une sorte de pression, notamment chez les jeunes diplômés, à partir pour aller voir ailleurs, trouver mieux ou trouver des opportunités qu'ils n'arrivent pas à avoir dans leur propre pays? Bon, je ne dirais pas qu'il existe une pression de fait. Ce n'est pas une pression sociale au départ. Moi, je dirais qu'il existe une pression sociale à l'insertion dans la vie active. Et lorsque les opportunités professionnelles manquent naturellement dans le pays, cette pression sociale-là s'oriente vers une pression au départ, car le départ à l'étranger paraît comme vecteur d'insertion professionnelle lorsque les opportunités professionnelles manquent dans le pays. Alors, les talents qui restent sont-ils sous-estimés ou invisibilisés dans les débats publics? Je ne dirais pas qu'ils sont invisibilisés de façon volontaire. Moi, j'ai l'intime conviction que notre pays regorge, je le dis assez souvent, regorge de talents et de potentiel malheureusement inexploités. Ils ne sont pas invisibilisés de façon sciente. Moi, je pense que toute initiative qui viserait à mettre la lumière sur les talents locaux, notamment avec une couverture médiatique visant le grand public, serait à saluer, encourager et à louer. Je pense notamment à des formats de business challenge, de concours, de prix, d'émissions télé. Pour l'anecdote, ça me rappelle une émission télé que je regardais assez souvent en France et qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?» Et donc, en fait, il s'agit de porteurs de projets qui passent devant un panel d'investisseurs et qui vont pitcher leurs projets. Et donc, les plus talentueux obtiennent donc des levées de fonds, des financements. Et donc, des petits formats comme ça me paraissent assez judicieux pour mettre en lumière nos talents locaux, effectivement. D'accord. Alors, c'est les diplômes, le poids des diplômes à l'étranger et ceux des diplômes obtenus dans le pays. Est-ce que la balance est-elle équilibrée pour ceux qui, comment dirais-je, ceux qui prennent ou offrent de l'emploi? Alors, effectivement, la balance, elle est déséquilibrée parce qu'on sait que les personnes qui ont des diplômes à l'étranger, aussi bien dans les pays de l'Afrique du Nord que dans les pays de l'Europe et dans l'Occident de façon générale, ont de facto plus de compétences sur le plan technique. En tout cas, ils s'avèrent être plus compétents techniquement une fois sur le marché du travail que les personnes qui ont des diplômes locaux, malheureusement. Donc effectivement, la balance, elle est déséquilibrée et je pense qu'on a là tout l'enjeu du problème parce que si on arrive à évaluer à sa juste valeur le diplôme étranger de nos profils qualifiés qui se prédestinent à des carrières à l'étranger, on pourra peut-être essayer d'en faire revenir certains, oui. Voilà. Alors, parmi ceux qui partent, qu'est-ce qui freine ou empêche un retour au pays, même après des études brillantes? Il existe plusieurs éléments de réponse à votre question. La plupart des jeunes qui souhaitent s'expatrier à l'étranger pour travailler notamment avancent. Les motifs économiques, comme je le répète souvent, donc c'est la crainte de baisser son revenu, tout simplement. Mais il y a aussi la crainte d'une dégradation du niveau de vie, notamment avec l'accès aux soins, l'éducation des enfants. Ils sont dans des cadres assez stables et assez confortables. Et donc, il y a quand même cette crainte de la dégradation du niveau de vie. Il y a aussi la crainte de la dégradation des conditions de travail, parce que
notamment dans les pays occidentalisés, les conditions de travail offrent quand même une protection sociale, un système de prévoyance, et donc tout un système autour du travail qui offre aussi des conditions de travail très avantageuses que nos profils qualifiés expatriés voudraient évidemment éviter de perdre. Moi, je dirais aussi qu'il y a, d'après mon expérience, je dirais qu'il y a aussi la peur d'une surqualification, c'est-à-dire que pour certains d'entre eux, ils disposent de nombreuses compétences techniques et ils sont si qualifiés qu'ils craignent de ne pas trouver des opportunités adéquates, que le marché local du travail ne leur offre pas des opportunités qui permettent leur épanouissement professionnel. Et je pense que ça fait partie aussi des facteurs qui freinent le retour. De perdre quelque part leurs compétences, parce que le marché n'est pas aussi compétitif qu'ailleurs. Voilà, et donc ils se disent qu'ils se sont formés, qu'ils ont gagné toutes ces expériences pour au final que tous ces atouts-là soient exploités à 10%, à 20% et que tout le reste, comme vous dites, soit quelque part perdu. Ouais. Alors, quelles sont les conditions concrètes qu'il faudrait réunir pour inciter au retour de ces fuites de cerveau? Alors, on peut mettre en place plusieurs mesures incitatives pour inciter nos profils qualifiés à rentrer. Moi, je pense qu'il faut d'abord réserver, ou en tout cas ouvrir, les postes stratégiques qui sont habituellement réservés aux expatriés en Mauritanie, essayer d'en faire profiter nos profils qualifiés qui font partie de la diaspora mauritanienne. Je pense qu'il faut aussi s'attaquer, premièrement, parce que c'est le premier motif, s'attaquer à la question de la rémunération du travail en Mauritanie, notamment en assurant une rémunération adéquate aux postes de direction, aux cadres et aux profils qualifiés de façon générale. Ça peut se faire par des conventions collectives, par branche d'activité, comme ce qui se fait en France et ailleurs. Donc, et puis, on peut aussi mettre en place des mécanismes de promotion interne, c'est-à-dire assurer, faciliter la promotion interne au sein même des entreprises mauritaniennes pour les profils qualifiés. Ça aussi, je pense que ça serait une mesure incitative parce que s'ils voient quand même des opportunités d'ascension, ça sera plus attrayant pour eux de vouloir travailler en Mauritanie. Et aussi, je pense que les autorités publiques doivent imposer un quota aux opérateurs internationaux qui opèrent en Mauritanie afin de réserver une partie des postes de direction aux Mauritaniens. Parce que ce que l'on rencontre souvent en Mauritanie, c'est qu'on va avoir des mastodontes qui vont s'implanter via des filiales en Mauritanie sur des projets spécifiques. Et donc, tous les agents de maîtrise, tous les ouvriers, ils vont recruter des Mauritaniens, mais dès lors qu'il s'agit de postes stratégiques et de postes de direction de façon générale, ils sont verrouillés pour les expatriés. Et je pense qu'on a là des opportunités qui pourraient matcher avec les attentes et avec les qualifications de nos profils qualifiés qui font l'objet d'une fuite des cerveaux. Parfaitement. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de diaspora. Peut-on être utile à son pays depuis l'étranger? À quel point la diaspora peut contribuer à l'économie et au développement local? Moi, je dirais que la diaspora, elle contribue déjà au développement local et à l'économie nationale. Bon, premièrement, comme je l'ai dit auparavant, ils sont vecteurs de bonne image pour notre pays. Ce sont des ambassadeurs de la Mauritanie et donc ils contribuent à véhiculer une bonne image de notre pays. Et donc, quelque part, ils contribuent au développement local de notre pays. Mais pas que, ils ont aussi des contributions plus concrètes qui se font ressentir aussi bien sur la société que sur l'économie locale, notamment à travers des flux d'investissement qu'ils réalisent avec l'argent qu'ils gagnent à l'étranger. J'ai cru comprendre qu'il y a pas mal d'investissements immobiliers qui sont réalisés depuis l'étranger par ces personnes-là, donc c'est très bien. Mais aussi des flux de liquidités tout simplement qui sont injectés dans l'économie locale sous forme d'aide familiale et de flux divers et qui vont venir donc
alimenter le circuit économique et aussi renforcer la devise nationale. Donc ils contribuent déjà au développement local et économique de notre pays. D'accord. Y a-t-il des politiques de rétention gouvernementale visibles pour freiner cette fuite de cerveau? Alors, moi je pense que récemment, il y a eu une prise de conscience par les autorités publiques avec des avancées notables. Je citerai d'abord l'autorisation de la double nationalité, qui est donc un événement majeur qui a été mis en place il y a quelque temps. Il faut savoir que nos profils qualifiés qui s'expatriaient à l'étranger se retrouvaient parfois dans des situations où ils obtenaient une nationalité étrangère et se voyaient contraints, malgré eux, à renoncer à leur nationalité mauritanienne en raison des restrictions liées à la double nationalité. Et je pense qu'il y a là peut-être une opportunité pour recréer le lien entre ces expatriés de la diaspora et leur pays. Ce lien est encore plus visible depuis la mise en place par les autorités locales de mesures visant à faire participer la diaspora mauritanienne à la vie politique nationale. Il faut savoir que depuis récemment, en tout cas depuis quelques années, a été mise en place donc, des élections par la diaspora mauritanienne avec des circonscriptions étrangères où la diaspora vote à l'étranger et donc contribue à la vie politique et au choix politique de la nation. Et donc ça permet de resserrer le lien et de ne pas forcément perdre le lien qu'ils ont avec leur nation. Bon, je vois aussi qu'il y a une multiplication des conventions je suis un peu, de conventions de reconnaissance des diplômes. Et donc c'est très bien, c'est-à-dire que s'ils ont l'assurance que leurs diplômes sont reconnus en Mauritanie par les entreprises mauritaniennes et par l'État mauritanien, ça facilitera peut-être quelque part le retour en Mauritanie. Et j'ai cru voir aussi qu'il y a la mise en place d'un guichet d'accueil pour les investisseurs de la diaspora. Et donc c'est très bien. Donc on voit là quand même quelque part que nos autorités, heureusement, ne sont pas passives, mais essayent de prendre à bras-le-corps cette question avec des mesures très concrètes. D'accord. Alors, le retour au pays, pour certains cas, peut-il être en forme de sacrifice? Parce que tout à l'heure, vous avez énuméré les avantages qu'il y a d'être à la diaspora et choisir vous qui avez choisi de revenir. Alors, pensez-vous que d'une manière ou d'une autre, c'est une forme de sacrifice? Alors, effectivement, le retour au pays peut sembler, de prime abord, être un sacrifice personnel, donc au profit du collectif. Parce que les personnes concernées vont tirer un trait sur un train de vie très confortable, sur une stabilité, sur des niveaux de revenus qui sont relativement élevés par rapport à ce qui se fait en Mauritanie, et donc au profit d'un retour aux sources qui bénéficie au pays d'origine. Donc on voit là quand même très clairement le sens du sacrifice personnel. Mais c'est aussi un signe d'engagement local très fort, parce que ça dénote d'un patriotisme exacerbé, d'une volonté de servir son pays, d'être utile et d'avoir un impact social. Est-ce aux individus de faire l'effort de revenir ou est-ce à l'État de créer les conditions idéales, appropriées pour le retour? Alors, moi je pense que les responsabilités sont partagées, d'accord? Les efforts doivent être conjugués. Je pense que effectivement, les individus qui font le choix du retour le font souvent par attachement, par conviction aussi, souvent au prix d'un renoncement. Et donc, je pense que l'État, face à cela, doit mettre en place toutes les conditions et les réunir afin de faciliter le retour et l'ancrage donc, de ces personnes-là. Moi, je pense que l'État, au-delà de ses compétences régaliennes, c'est un État-providence au titre du contrat social. Et donc, c'est un régulateur qui doit mettre en place des mesures très fortes afin d'inciter et de motiver nos jeunes à retourner, notamment avec un focus sur l'emploi, bien sûr,
mais aussi sur le logement, parce que le logement est une question essentielle pour toute une classe sociale qui est dans la vie active et qui peine à s'assurer un logement et construire un foyer. Et je pense qu'en mettant le taquet là-dessus, il faudrait vraiment qu'il y ait des mesures concrètes pour assurer un logement décent aux jeunes et aux expatriés de la diaspora pour les inciter à revenir en Mauritanie. Et aussi des mesures notamment pour leur permettre l'accès aux responsabilités aussi bien dans les entreprises privées locales que dans le public. D'accord. Alors, si vous avez un message à adresser à un jeune Mauritanien brillant, vivant à l'étranger, que lui diriez-vous pour le convaincre de revenir? Je lui dirais que ton pays a besoin de toi. Je lui dirais que tes compétences n'ont peut-être pas les mêmes facilités ici qu'elles peuvent avoir ailleurs, mais qu'elles ont un immense impact. Je lui dirais que retourner n'est pas renoncer, c'est aussi choisir de bâtir, d'inspirer et de faire bouger les lignes. Il y aura des défis, certes, mais il y aura aussi des opportunités à saisir, des modèles à incarner et toute une génération à accompagner. Et je lui dirais, si les meilleurs d'entre nous partent, qui restera-t-il pour construire le pays que nous voudrons tous? Alors, cher Ahmed Jeddou, nous arrivons au terme de cette émission. Merci pour cet échange riche et lucide. La fuite des cerveaux, chers téléspectateurs, n'est pas une fatalité, mais elle pose une question essentielle. Quel avenir voulons-nous construire ici pour que partir ne soit plus une nécessité, mais un choix? Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission Regard croisé.